Pourquoi le PPRD n'a pas encore désavoué ses membres qui ont rejoint la rébellion de Corneille Nangaa? Serait-il complice? Que pense le PPRD de la levée du moratoire sur la peine de mort? Nomination d'une femme à la primature, Judith Souminois a-t-elle le profil pour relever les défis à la tête du gouvernement? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, secrétaire nationale au PPRD. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Nous nous retrouvons encore pour ce nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, merci de choisir Top Congo FM et surtout ce magazine, le magazine de la femme sur la fréquence utile. Vous le savez, le débat au féminin accorde la parole aux femmes, des femmes qui s'expriment et qui donnent leur avis sur les différentes questions d'actualité. Et pour ce week-end, nous avons Maître Arlette Odia, qui est secrétaire nationale au PPRD. Avec elle, nous allons parler ralliement des quelques membres du PPRD à l'AFC de Corneille Nangaa, la levée du moratoire sur la peine de mort, mais également de la nomination de la première ministre, Madame Judith Tuluka. Madame Odia, bienvenue dans ce studio et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame. Alors, l'info a fait grand bruit. On a retrouvé quelques membres du PPRD qui ont été avec vous ici, aux côtés de Corneille Nangaa, lors d'un meeting populaire. Que s'est-il passé? Pourquoi jusqu'à ce jour, pas un seul communiqué les désavouant? Est-ce que vous cautionnez leur présence aux côtés de Corneille Nangaa? Il faut d'abord dire que nous apprenons, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux ou sur les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, les ralliements de certains Congolais dans des rébellions. Les Congolais qui proviennent aussi bien de l'Union sacrée que du FCC. Je ne vois pas pourquoi on peut continuer à faire débat quant à ce, alors que tout le monde est conscient que l'information nous a tous surpris sur les médias. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a pas un seul communiqué du PPRD, les désavouant ou les radiants du parti? On n'a pas besoin de le faire pour la simple raison que ce parti, le nôtre, le PPRD, a des statuts. Et quand quelqu'un il change pratiquement des familles politiques, des camps politiques, il va même adhérer, on va dire, dans une rébellion, il s'auto-exclut. Qu'est-ce qui pouvait nous obliger à faire ces communiqués? C'est si, par exemple, ce seraient des personnes qui ont des responsabilités au sein du parti, comme ça avait été le cas, souvenez-vous, au moment où l'ancien président du groupe parlementaire du PPRD s'engageait à rejoindre la CENI, qui pourtant était désavouée par le parti politique. Le parti avait fait un communiqué. Vous parlez de Didi Manara. Ça s'explique parce qu'il est l'un de ceux qui portaient la parole du PPRD. Mais si c'est pas le cas, c'est des camarades comme tous les autres. Mais qui se sont quand même distingués par leurs déclarations au moment où le PPRD était PPRD, FCC. Mais le fait pour eux de se distinguer dans leur engagement même dans le parti. Disons même dans leur engagement et par rapport à leur popularité, ça ne veut pas dire qu'ils engagent le parti. Sinon, c'est emprunter des raccourcis dans la réflexion et cela ne nous arrange pas, cela ne nous oblige pas, je vous l'ai dit. J'ai suivi un communiqué du MLC après l'adhésion de l'un de leurs camarades ou anciens camarades, Jean-Jacques Mamba. Oui, à l'AFC. J'ai vu le MLC faire un communiqué que je considère être à la fois populiste et à la limite ridicule parce que quand la personne en question a quitté ce parti, il l'a dit de manière publique et tout le monde avait vu cela. Qu'est-ce qui obligeait le MLC à faire ce communiqué? Et vous voulez que
le grand parti comme le PPRD qui est le nôtre, qui s'est dit parti porte-étendard, nous soyons en train de suivre des choses qui n'ont aucune explication, qui sont dénuées de tout fondement. Je vous ai dit que nos anciens camarades qui aujourd'hui ont quitté le FCC, ont quitté le PPRD pour aller à l'Union Sacrée, pour aller à l'AFC, aucun de ceux-là n'avait une Mais l'Union responsabilité Sacrée, c'est pas un groupe armé. Non, mais vous les mettez tous sur un même pied d'égalité, que ce soit ceux qui sont allés à l'Union Sacrée ou ceux qui ont rejoint la voie des armes. La raison, elle est simple. Je considère pour ma part que aussi bien le membre de l'Union Sacrée que ceux de l'AFC, ils sont tous rebelles. À l'Union Sacrée, vous avez des gens qui se sont rebellés contre la loi. Ils se sont rebellés contre la Constitution. Ils ont décidé d'aller aux élections en violation de tous les principes. Ils se sont en fait rebellés contre les principes. Il y a de l'autre côté les membres de l'AFC qui se sont, eux, rebellés contre ceux qui se sont rebellés contre les principes et contre les lois du pays. Donc, finalement, vous avez d'une part des rebelles à Kinshasa, vous avez d'une autre part des rebelles à l'est du pays, et il y a nous. Nous, c'est ceux-là qui pensent, essentiellement le FCC, que le pays doit être dirigé autrement, que pour accéder au pouvoir, il faut sensibiliser suffisamment le peuple, le souverain primaire. Il faut expliquer ces choses à l'opinion publique. Vous n'allez pas dire que les citoyens digèrent convenablement le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent au pouvoir sans être passés par la voie des élections. Vous savez comme moi que ceux qui se disent élus, aussi bien au niveau de la présidence qu'au niveau des législatures ou même des municipaux, ils savent que aussi bien les élections que les résultats de ces élections ont été fabriqués. Et vous pensez que les Congolais acceptent cette situation sans que chacun ne réfléchisse comment sortir le pays de là. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les armes. Je ne suis pas ici pour justifier le comportement de ceux qui prennent les armes. Je parle plutôt du comportement qui est le nôtre, nous qui continuons à penser qu'il y a lieu d'arriver au pouvoir en respectant les lois du pays, en sensibilisant l'opinion publique. Et c'est cela, Madame Mami. Et c'est pour cette raison que l'ex-première dame, Olive Lembe, a déclaré à Goma qu'elle souhaitait que son mari revienne aux affaires. Il va revenir comment? N'avait-il pas déjà épuisé ses mandats? Je pense qu'on demande maintenant trop aux êtres humains. C'est au point même vous demandez même à quelqu'un de ne rien souhaiter pour sa vie. Il est permis de rêver même en couleur. Il est permis à toute personne d'avoir des ambitions. Si les ambitions des uns vous paraissent comme une folie, vous ne dites pas à ces gens-là de ne pas ambitionner. Mais après que les propos de Madame Olive Lembe vous aient peut-être dérangé, c'est quoi? C'est quoi que vous proposez? C'est quoi à la fin de compte? Je pense. La question que l'on se pose, c'est quand elle dit que son mari revienne au pouvoir par des voies légales. La question que nous posons est celle de savoir, y a-t-il une possibilité encore aujourd'hui pour que Joseph Kabila revienne aux affaires après avoir épuisé ses 2 mandats? La seule possibilité pour qu'un dirigeant arrive au pouvoir, c'est sensibiliser le souverain primaire. Quand vous êtes capable de le faire, votre peuple va vous amener au pouvoir. Même si vous avez déjà épuisé vos 2 mandats. Madame, l'article 5 de la Constitution consacre le mécanisme par lequel on arrive au pouvoir. L'article 5 de la Constitution nous renseigne que le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui l'exerce. Quand vous savez convaincre l'opinion, quand vous savez convaincre le peuple, les souverains primaires, il n'y a rien d'autre qui peut vous arrêter. Croyez-moi. Et nous sommes en droit
Nous sommes en droit, nous, en tant que parti politique, de militer en vue de la conquête du pouvoir. Mais ce qui dérange les autres, Donc, vous c'est de préparez voir... déjà 2028. Madame, moi, je ne suis pas dans ce calendrier-là. J'apprécie les choses différemment. Arriver au pouvoir, c'est pas aussi arithmétique que mathématique que vous le dites. On peut arriver au pouvoir avant 2028, on peut arriver au pouvoir en 2028, on peut arriver au pouvoir après 2028. Mais ce qui suffit pour moi en ce moment, c'est de vous dire que nous sommes un parti politique, nous sommes en train de militer pour la reconquête du pouvoir. N'y a-t-il pas un autre cadre qui puisse briguer la présidence en dehors de Joseph Kabila qui a déjà épuisé ses 2 mandats? Madame, je suis en train d'éviter le débat, mais apparemment, vous me ramenez à ce débat. Donc, le débat de dire que est-ce que la Constitution organise la possibilité pour Joseph Kabila de revenir au pouvoir, ce débat, il n'est pas d'actualité. En ce moment-ci, est-ce qu'il y a un scrutin en vue? Il n'y en a même pas. Pour l'instant, c'est les acteurs politiques qui doivent être en face des citoyens, chacun en train de présenter son ambition, en train d'essayer de convaincre l'opinion publique. Et vous devez savoir que on ne dirige pas le pays seulement en étant président de la République ou même seulement en étant au pouvoir. Vous pouvez ne pas être au pouvoir et influencer la marche du pays et la vie de la nation. Il y a quelques jours, alors que le président Kabila n'avait même pas physiquement ou personnellement parlé, le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Chadahi, n'a accordé aucune interview. Mais vous avez vu comment le parti politique PPRD avait pris le contrôle, on va dire, de l'opinion. On ne parlait que du PPRD, alors que le PPRD n'est pas au pouvoir. Qui sont allés à l'AFC. Peu importe. Ça, ce sont des raccordements frauduleux que vous voulez bien faire. Mais je reste sur la logique que, à ce jour, vous conviendrez avec moi que le PPRD n'a pas participé aux dernières élections, au simulacre d'élections. Le FCC, le PPRD n'est pas aux affaires. Mais quand on parle du PPRD... Ça fait trembler. Mais vous le savez, madame, nous sommes en train de faire la politique. On avance et au moment convenable, vous nous verrez au pouvoir. Maître Arlette Todia, est-ce que vous pensez que toute personne qui se sent frustrée pour faire entendre sa voix doit prendre la voix des armes? Mais qui suis-je pour juger les comportements des gens selon qu'ils réagissent? Je sais que vous voulez que l'on parle encore des Corneille Nangaa. J'essaie de me rappeler que après les élections de 2018, M. Corneille Nangaa était plus proche de la famille politique du président Félix Tshisekedi que la nôtre. Souvenez-vous qu'au moment où le FCC disait non à la CENI mise en place avec Denis Kadima à sa tête, mais en ce moment-là, Corneille Nangaa, il faisait la remise et reprise avec Denis Kadima. On le voyait dans les réunions et avec des médias qui accompagnaient chaque fois leurs entretiens et leurs rencontres. Et à cette époque, le FCC disait non à cette CENI et il disait non à Denis Kadima. Bien après cela, il s'était tellement rapproché parce que même le secrétaire général de l'UDPS, il a rapporté sur votre radio qu'il s'est retrouvé à certaines occasions autour des verres des jus, comme les anciens fidèles de l'Église, je suis sûre, des messages en train d'échanger sur comment gérer les carrés miniers, ainsi de suite. Mais non, quand ils ne se mettent pas d'accord à un certain moment donné, ça c'est le secrétaire général de l'UDPS qui le dit sur la radio Top Congo. Il dit que M. Corneille Nangaa est frustré à cause de ces carrés miniers qui lui ont été ravis ou confisqués. Je considère que en ce moment-là, Corneille Nangaa leur avait dit
que soit vous me donnez mes carrés miniers, soit je pars en rébellion. Mais qui lui avait donné ces carrés miniers? Mais ce dossier-là, il faut demander à celui qui l'amène sur la place publique. C'est le secrétaire. Mais alors, allons dans ce dossier des carrés miniers retirés, Oui. puisqu'on les confisque. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut prendre les armes, aller faire alliance avec le M23 qui tue? Est-ce qu'on n'a pas pensé aux dégâts collatéraux que causerait cette guerre que l'on mène finalement pour des intérêts privés? Il ne faut pas penser que je sois obligée de donner mon opinion sur tous les sujets qui touchent à la vie nationale. Mais par rapport à cela, je me demande quelle avait été leur convention. Parce qu'à entendre M. Corneille Nangaa, d'une part, à entendre le secrétaire général de l'UDPS, d'autre part, il se dégage qu'ils se rencontraient, qu'ils se parlaient, quel avait été l'essentiel de leurs entretiens. À quel moment et à quel niveau ça s'est empiré entre eux? Est-ce que Corneille Nangaa n'est pas en train de réagir tel qu'ils avaient convenu? Ce sont les questions que je me pose autant que vous vous posez. Et que tout le monde se pose. Tout le monde se pose ces questions-là. Lors de leur dernier meeting qu'ils étaient déjà en route pour Kinshasa. Est-ce qu'ils veulent rééditer là l'exploit de l'AFDL qui nous a ramené ce récurrent problème de la présence rwandaise sur le sol congolais? Est-ce que nous devons encore craindre cette persistance de la présence rwandaise sur le sol congolais avec des Congolais qui vont se rallier aux Rwandais pour venir une fois de plus chercher à reconquérir le pouvoir? Vous l'avez dit, on a tous suivi la dernière, on va dire, entrée triomphale de M. Nangaa à Kiwanja, disant que d'ici peu, pour prendre les propos de l'un de ses camarades, Kinshasa va tomber. Ça, c'est eux qui le disent. Mais non. Avant, il était tout simplement question d'une frustration personnelle. Une frustration liée au carré minier confisqué à M. Corneille Nangaa. Arrivé en rébellion, il change de combat. Il porte désormais un autre combat qui est celui contre le tribalisme, c'est ce qu'ils disent. Un combat contre la gouvernance par défi de ceux qui sont au pouvoir. Lui, en tant qu'ancien président de la CENI, dit aux gens qu'en 2023, c'est-à-dire le 23 décembre, il n'y avait pas eu élection. À travers son discours, il commence à s'attirer des membres aussi bienvenus de l'Union sacrée que du FCC. Et pour la plupart, ce sont des personnes qui ne digèrent pas le fait que... Ça veut dire que c'est un conglomérat des frustrés. Ça, moi, je ne sais pas trop apprécier, mais tout ce que je peux comprendre par moi-même, c'est que vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort de considérer que ce sont des personnes frustrées. Mais pourquoi vos questions ne sont généralement pas adressées à ceux qui frustrent? Parce que s'ils n'avaient pas frustré Corneille Nangaa, j'imagine, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. S'ils n'avaient pas frustré ceux qui se disent être victimes de la dictature, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. S'ils n'avaient pas frustré ceux qui se disent être victimes du tribalisme, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Vous avez certainement suivi le cardinal qui a dénoncé et le comportement, la gestion du pouvoir et le comportement de ceux qui prennent les armes pour faire entendre leur voix. Je commençais par vous dire que pour moi, ils sont tous rebelles. Pour moi, ils sont tous rebelles. Les uns qui ne veulent pas respecter les lois du pays, d'autres qui ne veulent pas supporter que ceux-là n'aient pas respecté ou ne respectent pas les lois du pays. Et entre les uns et les autres, il y a nous qui agissons différemment. Mais vous savez qu'est-ce que ça engendre comme conséquence? Ça engendre comme conséquence que les camps de Corneille Nangaa estiment que nous sommes complices à ce que fait ceux qui sont au pouvoir. Mais voilà,
il y a aussi de l'autre côté ceux qui sont au pouvoir, qui estiment que, Vous êtes complice de Corneille nous Nangaa? sommes plutôt complices des Corneille Nangaa, mais Finalement, à la base, mais nous sommes au milieu, je vous ai dit. Et ce milieu, c'est être en face du peuple, être en face des Congolais. Qu'est-ce leur que vous faire offrez voir à que ce peuple aujourd'hui? mais nous leur offrons d'abord la sensibilisation. Et c'est quoi la sensibilisation? Faire voir aux Congolais qu'il n'est pas normal que nous soyons tous ou presque en train de vivre de la mendicité. Vous avez fait les tours des rues de Kinshasa, dans l'arrière-pays. Vous me direz, quelle est cette couche sociale qui ne vit pas de la mendicité? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de routes praticables, aussi bien à Kinshasa qu'en dehors de Kinshasa. Reconnaissez quand même qu'on a quand même essayé d'arranger quelques routes, madame. Mais lesquelles? C'est sur votre plateau que j'ai suivi le ministre des ITPR. Être en difficulté de répondre à vos questions par rapport à la réalisation ou même à l'avancée des travaux publics. Mais quand vous dites qu'il y a certaines routes qui ont été améliorées, c'est lesquelles? Ici à Kinshasa, le centre-ville, il est impraticable. Il y a quelques avenues qui sont quand même en train d'être Saviez-vous que à ce jour, on a besoin de 24 heures, c'est-à-dire pratiquement 2 journées, pour arriver à Mwanda quand vous quittez Kinshasa? C'est des choses RN1 est en état de délabrement. Mais c'est quelle route? Si la nationale numéro 1 est en état de délabrement, au point d'empêcher les déplacements des citoyens et de leurs biens. Et l'offre que le PPRD apporte, c'est changer. Mais absolument. L'amélioration des conditions de vie. Mais comme on parle essentiellement de la route nationale numéro 1, qui approvisionne Kinshasa, endommagée, ça veut dire que quand l'actuel régime arrivait au pouvoir, cette route était praticable et elle était en bon état. C'est-à-dire que le régime qui avait précédé avait laissé des bonnes choses qui aujourd'hui sont toutes abîmées. Donc l'offre politique que nous avons, c'est d'abord de rappeler aux citoyens que, n'est-ce pas qu'en allant à Matadi, autrefois vous quittiez Kinshasa à 8h et à 12h30 vous étiez à Matadi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Non. Quand je quitte Kinshasa à 8h, c'est à 22h que je suis à Matadi. Voilà ce que nous avions fait. Voilà comment ça s'est détérioré, ça s'est abîmé. Et voilà que nous sommes encore capables de mieux faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qui dérange? Mais pourquoi vous ne vous étiez pas carrément présenté aux élections pour faire cette offre à la population? Mais on serait devenus des rebelles comme les autres. On se serait rebellés contre nos propres lois. Nous sommes droits dans nos bottes. Tout droit dans nos bottes. Il n'est pas possible que les Congolais se mettent à élire leurs dirigeants en 2018, que ceux-ci mettent en place des lois, c'est-à-dire des instruments juridiques pour faire fonctionner la République, et qu'il y ait une catégorie de dirigeants en 2023 qui viennent nous amener dans le schéma de ne rien respecter de tout ce que nous avions convenu et qui est consigné en termes de loi. On en fait quoi? Ou alors on ferme l'Assemblée nationale parce qu'elle ne sera plus, elle sera en train de ne servir à rien. Qu'on ferme toutes les assemblées, aussi bien provinciales que le Sénat. Parce que finalement, à quoi va servir le loi si après, on ne les respecte pas? Nous n'avons, je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez, c'est que même si c'était à refaire, si on devrait aller aux élections dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les conditions de la violation des lois et des droits des citoyens, on serait toujours en train d'adopter la même posture, celle de ne pas aller aux élections dans ces conditions-là. Où se trouve Joseph Kabila? Il devrait se trouver où? C'est ça la question que je me pose. Je me demande pourquoi on doit toujours s'interroger sur l'endroit où se trouve le président Kabila. Quand je suis venue ici, moi, je ne vous ai pas demandé où se trouve le président Tshisekedi. Ou alors, où se trouve M. Christian Lusakweno, parce que je ne considère pas cela comme une priorité pour moi. La priorité, c'est que quand je suis acteur politique, je dois mener un combat qui tend à améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. On vous la pose parce que nous avons vu le secrétaire général de l'UDPS
dire que Joseph Kabila serait sorti du pays frauduleusement, sans se faire enregistrer par les services, parce qu'il a même dit aller demander aux services pour qu'on vous dise quand est-ce qu'il est sorti, il est passé par où. Et il y a quelques jours, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux montrant le président Kabila rentrer en République démocratique du Congo par la frontière de Kasumbalé, ça si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'il était? Est-ce que l'UDPS craignait pour rien ou le président n'était pas perdu, il était dans ses affaires privées? Madame, on a suivi le secrétaire général de l'UDPS dire que le président Kabila serait sorti frauduleusement de la RDC. Ça m'indique déjà une chose. Ça m'indique que avant que eux ne se couchent, ils cherchent toujours à savoir où se trouve le président Kabila. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Parce que c'est une vérité qu'ils viennent dévoiler aux Congolais. Mais quand on voit ces anciens, les membres de son parti commencer à se rallier aux rebelles, il y a de quoi se poser des questions. Il y en a aussi eu venant de l'Union sacrée. Je vous ai démontré comment le président Nanga lui-même était plus proche de l'Union sacrée que du FCC quand il a fini sa mission en tant que président de la CENI. Maintenant, on revient à ce que disait Augustin Kabouy au sujet du président Kabila. Il est allé loin pour dire que demandez à Kabila qu'il vous présente son passeport. Mais bien avant cela, à quelle occasion Kabila a déjà présenté son passeport quand il voyage? À quelle occasion Félix Tshisekedi avait présenté son passeport à l'opinion publique pendant qu'il était dans l'opposition et qu'il voyageait? Donc, on doit créer une habitude parce que le secrétaire général de l'UDPS le demande. Ça sert à quoi? Ça profite à quoi? À notre peuple. Cela est un détail. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de se demander où est-ce que le secrétaire général de l'UDPS va parler de ces choses. C'est en face des militants de l'UDPS. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qui a été dit. Ça veut dire que c'est tout simplement les mensonges qu'il a voulu distiller au sein de l'opinion. Ça aurait été vrai. Les faits seraient présentés dans un autre format, c'est-à-dire que le ministre de la Communication aurait tenu un point de presse pour informer l'opinion, ou alors le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, ou alors le Premier ministre, comme ça avait été le cas autrefois. Souvenez-vous qu'à l'époque où le président Kabila dirigeait le pays et qu'il y avait des actions judiciaires contre les acteurs politiques, quand un acteur politique est soit poursuivi, soit soupçonné, ça intéresse l'opinion publique. Et l'État doit porter l'information et la vraie auprès de cette opinion. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On a vu l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, tenir des points de presse ou se présenter face aux médias pour dire voilà la situation de l'État de M. Diomi, de M. Diongo, de M. Katumbi. Ça, c'est l'État qui communique. Ça veut dire que ce sont des informations vérifiables que tout le monde peut aller vérifier. Figurez-vous qu'à l'époque où Joseph Kabila dirigeait le pays, que l'on voit Alexis Tambwe Mwamba réunir le membre du PPRD ou du FCC dans un siège du parti politique pour dire voilà, Katumbi a fait ceci, Diomi a fait cela ou Diongo a fait ceci. Pourquoi vous voulez tellement vous habituer avec de la médiocrité? C'est ça mon problème. Donc, avoir seulement le format dans lequel le secrétaire général de l'UDPS s'est présenté, ça suffit pour dire que c'est de la manipulation de l'opinion, c'est tout à fait faux ce qu'il raconte et l'objectif n'était que pas vraiment d'éternir l'image du président Kabila, mais surtout de l'amener à parler. Parce qu'ils savent que la parole du président Kabila, la parole du président Kabila pèse plus que celle de ceux qui dirigent ce pays. Ils pensent
que puisque Joseph Kabila avait réussi à défaire le M23 en 2013, il est possible que par sa seule parole, qu'il défasse encore le M23 cette année. Mais en ce moment-ci, les circonstances elles sont différentes. Vous entendez les gens dire, mais si le M23 était défait, pourquoi ça refait surface? Mais de faire le contenu là, du concept défaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont réunis, des étrangers, nationaux, ainsi de suite, autour de ce qu'eux considèrent comme étant un idéal. Mais la manière dont le pays, les dirigeants lèvent des directives, les pousse à ne plus être ensemble. Ah, cop et baby. Chacun rentre chez soi. Mais quand vous êtes en contact avec l'un de ceux qui étaient dans l'ancienne version du M23, vous les frustrez. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rappeler ses anciens coéquipiers. Ils se disent, mais venez, on a encore une occasion une occasion de tenir le pouvoir de Kinshasa en échec. Il ne se limite pas là. Il commence à recruter. Il recrute l'ancien président de la CENI. Ça devient un problème de Kabila. Il recrute à l'Union sacrée avec Jean-Jacques Mamba. Ça devient le problème de Kabila. Il recrute au sein du FCC ou du PPRD. Ça devient le problème de Kabila. Mais comment recruter au sein du FCC? Je me pose la question, comment ils ont réussi à recruter le président Corneille Nangaa? Parce qu'on part du noyau M23 au noyau AFC. Donc, posons-nous la question, comment ils ont réussi aujourd'hui avec ceux qui sont partis chez Nangaa au niveau du PPRD? Mais est-ce qu'ils sont joignables? C'est ça ma question. Je n'ai aucune information sur eux. Nous apprenons, vous et moi, à travers les réseaux sociaux, leurs déclarations. Donc, je suis personnellement étonnée de vous voir à chaque fois nous poser des questions sur des choses qu'on apprend ensemble. C'est ça. Ça veut dire qu'ils sont partis sans rien dire à personne. Mais bien sûr, vous le savez. Moi aussi, je le sais. Alors, vous dites que vous avez une belle offre. Qu'est-ce que vous allez nous offrir après avoir été au pouvoir durant 21 ans, que vous n'aviez pas réussi à faire, que vous pensez mieux faire? Qu'est-ce que vous voulez corriger qui a été critiqué hier? Les verbes sont certainement bien choisis par vous. Et ça rime avec le concept alternance. L'alternance veut tout simplement dire que quand la nation s'engage dans un processus démocratique, il y a d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition. Après l'exercice pendant un laps de temps du pouvoir, il arrive toujours que ceux qui hier étaient dans la majorité aillent dans l'opposition et vice-versa. C'est le cas dans notre pays depuis les élections de 2018 et les autres, après nous, ont travaillé. Quand je parle de nous, je vois le PPRD en général. C'est bien clair que ceux qui sont en train de travailler après nous n'ont pas convenablement fait les choses. Et pourquoi le FCC doit revenir? C'est parce qu'il aura appris de ses erreurs pendant qu'il gouvernait. Il aura appris des erreurs de l'UDPS au moment où lui était dans l'opposition et il a donc deux choses à mieux faire. C'est ainsi que vous nous voyez militer. Lever du moratoire sur la peine de mort, ça fait parler. Quelles sont vos craintes? Mais je ne voudrais pas d'abord m'exprimer en termes de craintes. Je voudrais avant tout rappeler le principe. Dans quelles circonstances le moratoire de 2003 est intervenu? C'est dans les circonstances où les Congolais décidaient de se remettre autour d'une table pour dégager un consensus qui devrait nous amener aux élections de 2006. Parmi ces Congolais, il y en avait qui avait fait la rébellion. Qui avait fait la rébellion. Alors, pour se mettre en circonstances de confiance mutuelle. Pour les rassurer. Voilà, pour se rassurer les uns entre les autres, ils avaient décidé que soit
pris ce moratoire contre l'exécution de la peine de mort. Maintenant, arrivé en 2006, quand la Constitution a été promulguée, même sans que les moratoires ne soient levés, il n'est plus possible que la peine de mort soit exécutée. Pourquoi? Parce que la Constitution qui venait d'être promulguée consacre la sacralité de la personne humaine. Et la Constitution est au-dessus des lois. Elle a primauté sur des autres lois de notre pays. En plus de la Constitution, il y a les traités internationaux que la RDC a ratifiés. Tous ces traités protègent la vie. La conséquence est que on ne peut plus exécuter la peine de mort. Ça, c'est par la voie des conséquences. Maintenant, on est étonné de voir que on vient encore parler du moratoire. Cette année-ci, un moratoire, levé ou pas levé, ne donnant plus lieu à l'exécution de la peine de mort. Maintenant, quand on vous dit que on lève le moratoire pour que les traîtres soient exécutés. C'est comme moyen de coercition. Oui, c'est déjà une fois de plus marcher à l'encontre de la Constitution et des traités internationaux qui, à tort ou à raison, protègent la vie humaine ou la personne humaine. Maintenant, il y a des gens qui vont se poser des questions, mais est-ce que c'est bien qu'il n'y ait pas que quelqu'un qui lui a tué, que l'on protège sa vie? Mais les pénalistes vous diront que lorsque quelqu'un ôte la vie de l'autre, il n'a pas ses états en place. Et un état qui vient lui ôter la vie à celui qui l'a ôté sans avoir ses états en place, l'État se comporte aussi comme criminel. Je vous dépense de ce débat, ça c'est les débats entre juristes. Maintenant, pour revenir à l'aspect politique de cette décision, madame, lorsqu'on dit que la peine de mort doit être exécutée contre les traîtres, c'est-à-dire que ce sera des procès politiques. Pourquoi? Parce que c'est lui qui commet une infraction de trahison ou de haute trahison est forcément un politique. On n'a pas visé plus ceux qui se rebellent, ceux qui prennent les armes. Peu importe. J'ai lu la circulaire du ministère de la Justice. À partir du moment qu'il est dit que la peine de mort doit être exécutée contre les citoyens qui posent les actes de trahison ou de haute trahison, sachant que seuls les politiques peuvent poser les actes de trahison ou de haute trahison, ça veut dire que c'est une peine de mort qui vise les acteurs politiques. Or, qui fait que c'est soit ou ce sera des procès politiques. Or, dans tout procès politique, il y a de la manipulation politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même de l'époque où Jésus était présenté devant les barreaux. C'était un procès politique. La conséquence était que l'innocent avait été condamné et le coupable avait été libéré. Parce qu'en fait, Ce sont ça vos craintes. étant un procès politique, il y aura de la manipulation politique et forcément, les faits ne seront pas convenablement appréciés. Maintenant, qu'est-ce qui nous dérange? Ce qui nous dérange, moi personnellement, c'est qu'après que les régimes en place aient tué le système politique, après qu'ils aient tué l'organisation des élections, ils ont tué l'économie, ils ont tué le social, ils veulent maintenant tuer les individus. On résout quel problème? Dites-moi, on résout quel problème? Vous êtes face à des rebelles qui, eux, ont autant de membres. Admettons que vous tuez l'un d'entre eux. Dissuader ceux qui prennent les armes. En politique, on ne vient pas pour dissuader. En politique, on vient pour résoudre les problèmes fondamentaux de la société. Alors, posons-nous des bonnes questions. En exécutant celui que vous appelez traître, vous résolvez
quel problème de la société? C'est les questions que nos actuels dirigeants ne se posent pas. C'est ça le problème. Donc, en somme, je peux vous dire que je ne suis pas étonnée de voir nos dirigeants aborder la question de la peine de mort avec autant de facilité. C'est parce que bien avant de parler de la question de la peine de mort, ils ont presque tout tué par leur passage. Vous vous souvenez que le président de la République a même dit que Mboka est Koufa. Ça veut dire qu'il avait tué même le pays en soi. Vous voyez? Donc, entre eux et la mort, que ce soit la mort des individus ou la mort des personnes morales, c'est vraiment une histoire d'amour. Le Mboka Ekoufa, c'était la situation du pays qui demeure chaotique jusqu'à ce jour. Mais tout compte fait, ils ont parlé de la mort. Madame, on va parler de notre dernier dossier avant qu'on ne chute. Une première en République démocratique du Congo, une femme première ministre depuis 64 ans. Qu'est-ce que cela vous inspire? A-t-elle le profil pour relever les défis de développement de la République démocratique du Congo? J'entends les gens se réjouir de la nomination du nouveau Premier ministre et essentiellement à cause du fait que c'est une femme. C'est la première femme Premier ministre de la RDC. Qu'on le dise ou qu'on le taise, en cette matière, elle restera pionnière. Mais non, ça, ce sont les appréciations des membres de la société civile, essentiellement l'appréciation des activistes des droits des femmes. Je ne le suis pas. Moi, je suis acteur politique. Comprenez que j'ai le profil. Comprenez que j'ai un avis critique et un regard très rigoureux sur la question. J'aborde les faits d'une autre manière. Je me dis, qu'est-ce que cette nomination va apporter comme solution aux problèmes du pays? Est-ce que les profils est là? Moi, personnellement, je me dis non. Je me dis même qu'il n'y a rien à attendre à cette nomination. Déjà, à titre personnel, d'après ce que prévoit notre Constitution, ou même au-delà, le Premier ministre, c'est donc le chef du gouvernement. Ça doit être quelqu'un qui a mené des combats, qui a tellement œuvré dans les sens des changements au sein de la société. Or, depuis la nomination de l'actuel Premier ministre, je n'ai pas vu circuler des photos d'elle portant soit les insignes d'un parti politique, soit les insignes d'une quelconque association de la société civile. Parce que ce sont des indicateurs qui prouvent que c'est une personnalité qui a d'abord un combat personnel. C'est une personnalité qui pense marquer son passage à des fonctions, à des hautes fonctions, par une vision bien claire. Mais si déjà, avant la nomination, on ne sait pas se rendre à l'évidence de ce qu'avait été le combat de l'actuel Premier ministre avant son avènement à ses fonctions, je ne vois pas qu'est-ce qu'on doit espérer. Vous dites que c'est une technocrate. Vous dites que c'est une technocrate, madame. Je sais qu'il y a des technocrates qui se sont démarqués dans leur façon de faire les choses. Je pourrais vous citer Maître Willy Wenga, qui n'est pas un acteur politique, mais tout le monde en parle. Pourquoi? Parce qu'à travers son métier d'avocat, il est en train de mener un combat. Et c'est le combat notamment de combattre l'ignorance parmi les citoyens, amener la connaissance du droit, amener la connaissance des lois. Être technocrate ne vous empêche pas d'avoir une carrière de combattant. C'est pas quelqu'un qui a combattu, c'est pas une femme de terrain. C'est ce que je constate. Parce que aussi, quelques temps après sa nomination, on pouvait déjà voir des éléments ou des indices d'elle, ça et là, voyant comment elle a mené des combats, mais je n'en vois pas. Mais il n'y a pas que ça. Rien d'elle. Mais je ne sais rien noter de son passé. Comment voulez-vous
que je me projette comme ça dans le futur et que je me dise qu'elle va forcément Et réussir. comment voyez-vous ces relations avec les leaders des regroupements, les autorités morales qui devront lui envoyer les ministres, ou si elles-mêmes, ces autorités morales, vont entrer dans le gouvernement? Comment voyez-vous ces relations? Est-ce qu'elle saura vraiment gérer toutes ces personnalités? Non, elles peuvent pas. Ils peuvent pas réussir à gérer parce que c'est maintenant l'arbitraire. C'est l'arbitraire au sein de l'Union sacrée. J'ai suivi il y a quelques jours l'arrêt, je pense, de la Cour constitutionnelle qui a déclaré recevable les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, mais sous réserve. Ça veut dire que même la Cour constitutionnelle ne comprend pas les violations des lois qu'elle retrouve dans les lois qui sont supposées être élaborées par qu'on doit arrêter. Oui, dans une jungle. Vous pensez vraiment que les choses peuvent bien se passer quand vous me dites qu'elle est formateur, contrairement à ce que l'ancien l'informateur vous disait, ben, j'ai suivi pendant 1 ou 2 jours sur votre radio des gens considérer le secrétaire général de l'UDPS à la fois comme informateur et formateur. Je pense que vous avez fini par corriger cela parce que partout au monde, c'est le Premier ministre qui est formateur. Mais non, on a maintenant une formatrice, c'est-à-dire le Premier ministre qui a été nommé. Elle va partir sur la base de quels principes? Parce qu'ils n'arrivent même pas encore à se mettre d'accord sur les nombres de ministres qui doivent, le nombre des députés nationaux qui doivent donner le poste de ministre. Ils se mettent pas d'accord sur la géopolitique. Ils se mettent pas d'accord sur les combats politiques qu'a mené certains acteurs politiques par rapport à d'autres. Il n'y a aucun principe. Ce n'est que de l'arbitraire. Et de l'arbitraire, rien de consistant ne peut provenir. Madame Arlette Todia, merci. On comprend que vous n'attendez pas grand-chose du prochain gouvernement. Je rappelle que vous êtes... non pas parce que nous le voulons ainsi, mais parce que les conditions ne sont pas favorables à la réussite, plutôt à l'échec. Je rappelle que vous êtes secrétaire national au PPRD. Avec vous, nous avons échangé autour des grandes questions de l'actualité. Nous remercions Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Merci à Patrick Mungongo, Pascal Kalambay, Didi Binsika, Denis Ayobi qui ont assuré le côté vidéo, Jacques Nzinga qui a assuré la prise de son. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Pourquoi le PPRD n'a pas encore désavoué ses membres qui ont rejoint la rébellion de Corneille Nangaa? Serait-il complice? Que pense le PPRD de la levée du moratoire sur la peine de mort? Nomination d'une femme à la primature, Judith Souminois a-t-elle le profil pour relever les défis à la tête du gouvernement? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, secrétaire nationale au PPRD. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.